Alors bonsoir à tous, merci d'être venus pour écouter Laurent Mauvigné ce soir. C'est la dernière soirée de la saison et voilà, j'espère qu'on va ensemble passer un bon moment. Alors je vous présente Laurent pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Laurent, tu es romancier ainsi que l'auteur de plusieurs pièces de théâtre. De livre en livre, tu as à cœur de peindre l'homme, ses drames intimes ou collectifs, sa dignité aussi, laquelle est toujours servie par une prose somptueuse, car sans fioriture, implacable et juste. Je te reçois ce soir pour que tu nous parles de ton dernier roman, Continuer, publié en septembre 2016 aux éditions de Minuit. Ce roman de formation, poignant, à l'écriture magnifique, met en mots le périple au Kyrgyzstan, c'est comme ça qu'on dit? J'ai choisi un nom un peu difficile pour Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, périple au Kyrgyzstan, on va être toute la soirée comme ça, d'un couple. Un couple que forment une mère et son fils. Sibylle part en effet avec Samuel à cheval dans les montagnes de l'Asie centrale pour retrouver l'adolescent qui lui échappe tous les jours un peu plus et sans doute pour se retrouver elle-même. Elle est sans doute beaucoup plus perdue que son gamin, Sibylle en fait, on va le voir. Le décor âpre et sauvage du roman va devenir le théâtre de leur peur, de leurs doutes, mais aussi celui de leur immense amour. Or toute cette subjectivité s'énonce toujours avec pudeur, à minima, par les points de vue internes des personnages. Tout le récit prend appui sur la fragilité des protagonistes que jamais tu ne distances en donnant l'impression d'en savoir plus qu'eux. Et ça, c'est absolument magistral et je pense qu'on va longtemps en parler. Ainsi, ce sont eux, les personnages, qui t'entraînent dans leur histoire en même temps qu'ils nous invitent, nous lecteurs, à continuer dans les méandres de ta prose. Et aussi, les nombreux retours en arrière qui scandent le récit nous disent que le passé se contemple dans le miroir sans teint d'un présent n'ayant d'autre contour que le ciel immense kirghize et le cœur brisé mais si grand des personnages. Alors on va commencer par le premier d'entre eux, Sibylle, la maman. Alors on la découvre à travers son couple avec Benoît, qu'elle forme avec Benoît. Il s'agit d'un couple de divorcés et je suis sensible aux résonances très contemporaines de leur situation dans laquelle peut-être beaucoup de lecteurs ont pu se projeter à la lecture. C'est pour situer très vite les choses, hein. On ne peut plus laisser Samuel, c'est leur fils, maintenant il faut qu'ils comprennent ensemble ce qui s'est passé, comment depuis des mois il s'est détruit, comment ils l'ont détruit à force d'indifférence ou d'aveuglement, car ils ont été aveugles à tout ce qui n'était pas leur guerre, à tout ce qui n'était pas eux, et chacun a été responsable de ce qui arrive ce matin. Samuel a été leur victime collatérale, et pas une seule fois il ne s'est plaint de ce qu'il a entendu, les cris, les reproches, les heures de silence résigné de sa mère, la violence de son père. Et puis il a accepté le divorce, la séparation de son père, qu'il verrait un week-end sur deux, et pendant les vacances, son père qui resterait à Paris, pendant que Sibylle et lui iraient emménager dans un appartement à Bordeaux. Voilà, la situation, c'est celle-là, au début. Tu as choisi un contexte délibérément contemporain. Moi ici, je pense à plein d'amis, en fait, à plein de situations que je connais, de couples avec des enfants, les familles comme ça qui sont tiraillées entre deux lieux, l'enfant qui se balade. Pourquoi ce choix au départ? Au départ, déjà, peut-être pour situer la façon dont le livre s'est écrit, il est lié, en fait, il est né à partir d'un article que j'ai lu dans Le Monde, que j'ai lu à un moment où je sortais mon précédent livre, mon précédent roman qui s'appelait Autour du monde, et qui était un roman fait plein d'histoires comme ça, une espèce de mosaïque, avec plein d'histoires de gens qui allaient un peu partout, c'était lié au voyage, au tourisme et tout ça. Et j'allais en librairie, je faisais beaucoup de choses comme ça pour parler de ce livre. Puis j'ai lu cet article dans Le Monde d'un homme qui est parti avec son fils au Kyrgyzstan. Donc, la configuration était à peu près la même.
partait pour d'autres raisons, mais enfin bon, il voulait retrouver son fils, il voulait un petit peu le sauver d'une forme de délinquance, pas la même que celle dans le roman. Et puis j'ai repensé beaucoup à ça, je repensais à ça, ça revenait comme ça tout le temps, et je ne savais pas pourquoi. Et au fur et à mesure, par exemple, je sais pas, un jour, je prends le train, je devais aller je sais pas où, bon bref, et je me dis, mais et si au lieu de prendre le train, là, je prenais un autre train et je prenais l'avion et j'allais, je sais pas où, à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui parfois nous empêche de dire, tiens, je vais boire un café à Rome et puis je reviens 2 heures après. Qu'est-ce qui nous en empêche, à part bon, des questions d'argent, bien sûr, mais aussi des censures, et cette question est revenue de plus en plus, et puis Kirghizistan, qui est effectivement non seulement imprononçable, mais en plus on ne sait pas comment ça s'écrit, on ne sait pas ce que c'est. Ça me troublait parce que dans Autour du monde, j'avais à peu près, pas tous les pays, mais enfin j'avais quand même, la planète était là, mais il n'y avait pas l'Asie centrale. Et donc c'était comme une pièce comme ça qui manquait. Et puis cette histoire de l'adolescent, j'ai commencé à penser à ça, j'ai commencé à penser aussi à des gens que je connaissais, à des figures. Et puis bon, l'histoire de départ, en fait, c'était une configuration comme ça. Mais bon, le père, les chevaux, tout ça, je trouvais que ça faisait un peu trop, pour le coup, un peu trop western, un peu trop évidemment western. Et puis un petit peu le côté, la transmission, mais dans le côté un petit peu viril, quoi. Tu seras un homme, mon fils, et tout ça. Je trouvais ça un petit peu bon. Et puis je me suis dit, pourquoi pas une femme? Et puis très vite, je me suis interdit ça, en me disant, ben non, mais vraiment, j'ai vu le beauf total qui est en moi, comme on l'a tous, hein, par moment. Et je me suis vu comme ça, me dire non, de rejeter l'idée que ce soit une femme parce que c'était dans des conditions difficiles, le cheval, la montagne et tout ça. Et alors après, évidemment, au bout de 30 secondes, je me suis ressaisi quand même, en me disant que c'était lamentable et que si justement il fallait que ce soit une femme, raison de plus, quoi, au contraire. Et cette femme qui est magnifique, peut-être que tu peux nous lire le portrait que tu fais d'elle. Alors c'est souvent comme ça chez Laurent, c'est pas du tout un portrait en pied à la Balzac qui serait géré par le narrateur omniscient, omnipotent. Elle est vue à travers les yeux de son mari, duquel elle a divorcé, mais qui la trouve encore fort charmante et fort désirable. Et c'est le point de vue de Benoît qu'on entend ici, et qui construit le portrait de Sibylle, un portrait, je trouve, absolument bouleversant de beauté. Donc, si tu veux bien, lire du petit crochet là au petit crochet là, je suis les petits crochets. Mais tu peux couper. Non, je respecte les crochets, moi je fais ce qu'on me dit. Elle a sans doute un peu grossi, son visage a l'air fatigué, elle est très pâle et pourtant il reconnaît les mêmes yeux obstinés, la même colère dans l'expression de la bouche, sa fermeté qui va jusqu'à l'intransigeance. Il la reconnaît bien, ça oui, pas de doute, toujours sexy comme seules savent l'être les femmes de plus de 40 ans, élégantes, simples, décontractées, pourtant suffisamment marquées par la vie et le temps pour avoir acquis une solidité qu'elles n'avaient pas lorsqu'elles étaient plus jeunes. Il pourrait penser lorsqu'elles étaient trop jeunes. Sibylle est belle. Ses épaules, sa taille, son maintien, la grâce, ou une façon de poser comme si c'était elle qui dessinait l'espace autour de son mouvement, de son déhanchement, de son corps. Comme si c'était elle qui dessinait, en creux, sa présence. Il attend de la voir partir devant lui avec son bouquet énorme dans les bras pour la regarder de dos. Il a toujours aimé sa chute de reins, ses fesses, ses jambes, même lorsqu'elle ne fait aucun effort pour s'habiller, comme elle est ce soir dans ce vieux jean dont il se souvient, comme ce vieux pull noir à col roulé qu'elle a porté un nombre de fois incalculable. Voilà, il la regarde marcher devant lui, elle est toujours aussi excitante. Il se frotte la bouche du bout des doigts, se racle la gorge, si elle voulait, à défaut de redevenir son mari. Il aimerait bien la prendre, là, et tant pis pour l'histoire de Samuel, à laquelle il n'a pas vraiment l'intention de s'intéresser. Les histoires d'adolescents, de toute façon, il ne voit pas trop en quoi ça le concerne. On invente beaucoup les choses quand on est écrivain, ou c'est du vécu? C'est pas facile de répondre à cette question. Parce que j'ai envie de... tout ça est tellement mélangé de plein de petites choses. C'est-à-dire, par exemple, là, ça se réfère à rien
de réel ou d'autobiographique ou de quoi que ce soit. Et pourtant, je le vois exactement. Je le vois exactement parce qu'en même temps, j'ai envie de dire, l'appartement, je le connais. Mais c'est comme ça aussi. Enfin, pour moi, le personnage, quand Sibylle est arrivée, par exemple, je l'ai vue. Pour moi, elle avait son peignoir comme ça. Le peignoir, pareil, je le connais par cœur. Pourtant, je ne l'ai jamais vu. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a, quand ça commence à exister, c'est l'impression de trouver quelque chose qu'on connaît intimement, qu'on reconnaît intimement, alors qu'on ne l'a jamais vu. Et d'un seul coup, il y a ça avec un personnage, il y a ça avec Sibylle, par exemple, je la vois écraser sa cigarette, je vois le cendrier, mais absolument parfaitement, un cendrier que je n'ai jamais vu, mais je l'ai peut-être vu, peut-être un jour, peut-être qu'il est quelque part dans ma mémoire, chez des gens, il y a peut-être 18 ans, j'ai peut-être vu ce cendrier-là, qui revient là, je sais pas, peut-être ça, je sais pas. Mais tout s'agence et me pose question. C'est-à-dire, je vois Sibylle écrasant, avec sa main droite, je lui tiens la droitière, tac, comme ça. Et alors ça m'a troublé, par exemple, le fait qu'elle soit droitière, parce que je suis gaucher. Alors, il y a toujours ce truc des doubles avec les personnages. Et il y a plein de petits gestes qui arrivent, et son regard à lui, il fait comme moi, en fait, à ce moment-là, il tourne autour d'elle parce qu'il veut savoir. Il en sait plus que moi, mais il est comme moi dans ce sens où de toute façon, dans mes livres, j'ai toujours avancé comme ça. Je cherche les personnages par le regard de ceux qui sont en face. Et, mais je ne sais pas ce que je vais trouver à ce moment-là. Et le jean, le pull... Si, le pull, ça, c'est quelque chose. Mais c'est étonnant comment cette reconnaissance peut-être d'agencement ou d'éléments qu'on a oubliés ou d'éléments qu'on a perdus de vue. Je ne sais pas. En tout cas, par exemple, là, dans ce que je viens de lire là, ce que je reconnais, par exemple, c'est vraiment la configuration de l'appartement, mais par exemple, je ne parle pas du bruit du parquet, par exemple, là. Alors que j'entends, je sais quel sol il y a, je sais, voilà, tout ça commence à vivre et ben, l'histoire devient possible à partir de là, le personnage devient possible à partir de là. Alors, venons-en au fils de Sibylle, Samuel. Samuel qui, par son prénom, nous propose une référence discrète à l'auteur préféré de Sibylle, à savoir Samuel Beckett. Parfois, elle pense que si un jour elle a des enfants, donc c'était avant Samuel, dans les années 90, si un jour elle a des enfants, elle les appellera par les prénoms des écrivains qu'elle aime, parce qu'ils lui ont donné si souvent la force de tenir. Samuel donc, car il est son secret, son arme de résistance muette pour tout encaisser. L'idée qu'elle se fait de la beauté, du désespoir, de ce fils qui fait tenir les êtres debout. Alors, est-ce que Sibylle a eu raison de donner le prénom de Beckett à son fils? C'est ma première question. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de parier ainsi, comme ça, sur la beauté et la littérature à vie? Et est-ce qu'il est de ton intime conviction que la littérature fait tenir debout? Toi, en tant qu'écrivain, peut-être les lecteurs aussi. Commencer par la première. Est-ce qu'elle a eu une raison de l'appeler? Oui, moi je... oui, on peut pas céder sur tout. Elle a cédé sur tout. Alors, juste un nom, la magie d'un nom, je pense qu'on peut faire tenir toute sa capacité à résister, tout un refus, tout un univers comme ça de résistance par un prénom que finalement elle est la seule à identifier parce que son fils ne le sait pas puisqu'elle ne lui a pas dit. Voilà, il y a plein de gens tous les gens qui s'appellent Samuel, leurs parents n'ont pas forcément pensé à Beckett. Et son père, lui, ne voulait pas parce que il n'a pas pensé à Beckett non plus. Il s'est dit, mais c'est une lubie encore, la lubie encore. C'est comme d'aller faire des randonnées en Corse. Elle est folle de toute façon, elle est complètement... Elle est dépressive. Il passe son temps comme ça à la considérer, à considérer que
si on était aimant, ce qu'on appellerait fragile, lui appelle faible. Toute cette, et voilà, il dit bon bah Samuel elle veut lui donner un prénom juif, alors ça va être que des emmerdes à l'école, ça va être compliqué, etc. Quoi. Et il faudrait qu'il l'appelé, voilà, ça va être compliqué, quoi. Donc il faut trouver un prénom plus français, plus je ne sais quoi. Et sur ça, effectivement, elle lâche pas. Je pense que non, je pense qu'elle a tout à fait, elle a entièrement raison de faire ça parce que de toute façon, alors ça c'est un des sujets du livre aussi, c'est que de toute façon, même quand on veut pas, on transmet. Et je pense que quand on donne de temps en temps un petit peu d'ouverture à ce qui vit trop en nous, qui pour ne pas mourir doit passer par quelqu'un d'autre, je pense qu'il est bon de temps en temps de donner des aérations comme ça, parce que sinon ce serait impossible. Alors Samuel est vu là aussi à travers le regard de sa mère, et on a un portrait, on en a plusieurs de Samuel dans le roman, et je veux bien que tu nous lises entre les crochets aussi. Ah oui, j'avais pas vu le premier crochet, je me disais mais oui, le premier. Petit passage. Et là je te poserai une question sur ce passage-là. Le corps de son fils devant elle, elle le voit comme une masse molle et douloureuse. Sa marche agressive, maladroite, à la fois puissante et pourtant complètement désordonnée, comme une machine mal réglée dont elle se surprend parfois à éprouver une sorte de non, ça ne va pas jusqu'à la honte, mais une sensation d'embarras, de gêne devant ce corps en pleine puberté, l'adolescence avec sa maladresse et cette raideur un peu idiote, ce corps d'adulte qui veut naître, qui veut s'extraire d'un corps trop étroit. Alors, moi je suis maman, j'ai un grand garçon de 19 ans bientôt, et c'est tout à fait ça. Et comment un gaillard comme toi fait pour se mettre dans la peau d'une maman quand tu l'écris? Je pense qu'il fait exactement la même chose que quand il décrit un cheval, alors qu'il n'a pas vu de cheval depuis ses 11 ans à peu près, je vais voir, la dernière fois que j'ai vu un cheval, ou qu'il décrit un pays dans lequel il n'a pas foutu les pieds, ou... c'est-à-dire, moi alors, je sais pas si c'est une chance, mais enfin pour mon travail, des fois je pense que c'en est quand même un petit peu une. Il se trouve que je fais quand même pas mal d'insomnie, surtout quand j'écris comme ça, il y a des moments un petit peu intenses. Et c'est des moments où justement je sais pas ce que c'est qu'être une femme qui peut regarder son fils. Je sais ce que c'est avoir été cet adolescent. Donc je peux par contre retrouver le regard pas seulement de ma mère, mais des adultes aussi. Ça, on a la mémoire de ça. Et donc, je passe des heures à essayer de retrouver cet état-là. Et c'est une question que je me pose depuis tout le temps, et notamment depuis l'enfance. Je me souviens, quand j'étais gamin, je regardais les choses. Comment raconter ça? J'avais l'impression d'être d'une lucidité, mais c'était atroce, tellement je voyais tout, et que je voyais que les gens ne voyaient pas, en fait. Et c'est-à-dire qu'ils ne regardaient pas. Alors, moi, je voyais les choses comme ça, je regardais, et je me sentais atrocement seul, du coup. Et je me disais, quand tu seras adulte, surtout, n'oublie jamais, ne m'oublie pas, moi, n'oublie pas ça, ce que tu es en train de voir là, ce que tu es en train de penser, cette solitude-là, surtout, ne la trahis pas, ne l'oublie pas, et essaie de la rejoindre. Et penser à la rejoindre. Et je repense souvent à cet enfant que j'ai été, à cet adolescent que j'ai été, parce que cet appel que je faisais à celui que je serai dans ma vie d'adulte, j'y pense maintenant parce que j'essaie d'y être fidèle, de ne pas couper le lien avec cet enfant et avec ce regard-là. Et pour moi, dans l'écriture, j'ai vraiment l'impression que c'est ce regard-là que je retrouve, c'est-à-dire cette façon de chercher l'autre, de chercher les autres, Il suffit de regarder, vraiment, mais regarder, ça veut dire abandonner toute cette rigidité dans laquelle on se met tous de position, un petit peu
préfabriqué, d'essayer voilà, ouais, je sais pas comment dire ça, mais c'est... Et par exemple, c'est lié aussi à des moments, je te dis par exemple, dans l'insomnie, ça a quelque chose de formidable sur ça, c'est que je peux être par exemple, à un moment je me dis, tiens, je suis Sibylle, je regarde mon fils, et puis alors j'essaie de regarder mon fils. J'essaie d'être Sibylle, et puis je suis dans mon lit comme ça, machin, il est 3h du matin, il me reste plus que 4 heures à tirer, et je me dis, qu'est-ce que, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire, donc qu'est-ce que je fais? Je regarde ma femme qui dort à côté, tout ça, tout va bien. Bon, et puis je suis Sibylle, je regarde mon fils. Et 2 heures après, j'ai complètement oublié ma phrase. J'ai complètement oublié, je me dis plus, je suis Sibylle, je regarde mon fils, mais je suis en train de le faire. Et je sais qu'à ce moment-là, je le regarde et que je suis ému. Alors c'est peut-être presque un travail d'acteur, j'en sais rien, mais je crois pas, parce qu'en même temps, c'est quelque chose de plus intériorisé, physique, et un travail d'acteur, il est capable de rendre ça sur le moment où il l'éprouve. Moi, c'est pas du tout ça. Ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est une imprégnation, c'est une façon d'aller rejoindre quelque chose, en fait. Et alors là, c'est pas du tout le moment où je vais me lever pour écrire, parce que ça y est, je le sens, etc. Au contraire, je fais rien du tout. J'attends, je me rendors un petit peu, et puis le matin, en me levant, je me sens un peu bizarre, un peu dans une ambiance un peu... Voilà. Il y a ma femme qui va travailler, il y a mon fils, tout ça. Hop, chacun va faire ses trucs. Mon fils me dit, tu restes pas en pyjama toute la journée, papa. Et à glandouiller. Voilà, à glandouiller. Non, il dit pas encore ça, il est trop petit. Mais ça viendra. Et je reste comme ça, dans ma petite... C'est pas une bulle, mais en même temps, c'est quelque chose qui est un peu... Voilà, je le perds, je sais, comme un rêve. En fait, je sais où j'en étais la veille, donc je reprends où j'en étais. Et puis, je sais que je vais passer par ce moment-là, par exemple, et à un moment, ça se dépose. Mais ça se dépose après 1 heure ou 2 d'écriture, et hop, ça vient comme ça, et je retrouve l'émotion que j'ai eue dans la nuit, et voilà. Mais ça peut être aussi parce que je vais m'arrêter là, je sais que le lendemain, je vais avoir une scène à écrire qui va être, par exemple, avec les chevaux, avec un moment peut-être plus... Par exemple, le moment dans la boue. Alors ça, je sais absolument pas ce que c'est, j'ai jamais vécu ça, je sais pas ce que c'est, et donc du coup, ça va m'angoisser. Ça va être horrible, et ça, je sais que pour le coup je vais me réveiller très vite et que ça va être le travail dans la nuit, ça va être même dans la journée avant, ça commence, mais comment je peux décrire une scène, qu'est-ce que ça peut être. Alors je sais que je vais commencer 1 fois, 3 fois, 10 fois, à revenir dessus parce que j'ai oublié les odeurs, ça peut être quoi les odeurs, je cherche la sensation tout le temps, et c'est pareil, il y a un moment dans la nuit où la sensation va être à peu près juste. Tu sais, il y a une question, par exemple, qu'on me pose très souvent, qui est mais comment peut-on décrire par exemple pour Sibylle, mais souvent on me le pose pour les paysages, par exemple. Comment peut-on décrire un paysage on a l'impression d'y être, comment vous pouvez faire ça? Parce que les descriptions que tu nous fais du pays, là-bas, avec les baraques, les guinguets en tôle ondulée, la poussière, l'odeur de l'essence, je connais un petit peu ces coins-là avec l'Iran, hein. C'est exactement ça. Et c'est sidérant, alors tu n'y as jamais eu les pieds, voilà. Oui, mais tu y arrives, mais oui, quand on est écrivain, normalement... Mais oui, mais en même temps, toi, tu vois, par exemple, toi, tu connais un petit peu ce genre de pays, mais les 3/4 des gens qui me posent cette question-là, ils ne les connaissent pas, ils n'y sont pas plus allés que moi. Mais ils sont persuadés que c'est vrai, que c'est juste. Et le sentiment de la justesse correspond pas forcément à une réalité effective d'un pays, parce que l'auteur et le lecteur n'ont pas besoin d'avoir fait l'expérience. Mais c'était l'ami Laurent Godet qui me disait, de toute façon, les écrivains ont des antennes. Et il vaut mieux d'ailleurs ne pas être trop documenté sur un sujet, de ne pas être allé in situ voir les choses, parce que cette connaissance-là laisse l'intuition, l'étape de grâce dans laquelle on doit se trouver pour écrire et inventer et trouver quelque chose à dire d'extrêmement réaliste. Ouais. C'est tout à fait vrai. C'est très paradoxal. Ouais. Et puis en même temps, par exemple, je me souviens justement pour Autour du Monde, les 2 endroits
que je connaissais bien, donc Paris et Rome, c'était vraiment, pour le coup, c'était quasiment pas impossible à écrire, c'était beaucoup plus difficile, parce que j'arrivais plus à sélectionner dedans. Il y avait tellement de possibilités, il y avait tellement de choses que je connaissais, j'étais complètement... là, le réel m'écrasait complètement en fait. Et là, le fait de ne pas connaître ce réel-là, eh bien, fait que tu as pu écrire cette page-là, de ce crochet-là, où on a l'impression que tu as fait un voyage touristique avec Sybille et Samuel. En même temps, c'est magnifique ce passage. En même temps, même si je ne suis pas allé sur des endroits, en même temps, il y a quand même, c'est pas de la documentation, parce que c'est pas de la documentation en termes... mais je vais prélever plein de choses comme ça, et après, c'est vrai qu'il y a tout un travail de mélange, mais qui revient après. Hop. Et alors simplement parce que le jour décline, que le soleil est moins brûlant, les faces rocheuses se piquant d'ombres déjà moins fortes et de coupures moins abruptes, dessinant des lignes, des nuances, des reflets mauves et jaunâtres de fin de jour, le crépuscule allant baigner d'un flou grisé l'horizon et les montagnes, le ciel et les plaines en contrebas, alors on se lance à corps perdu, le corps penché sur le cou du cheval, le nez et la bouche en prise avec la crinière et les mains refermées sur les touffes de crin, les jambes plaquées contre les flancs qui s'agitent et les muscles qui roulent et les chevaux comprennent et s'élancent en fendant le vent, le frappant comme s'il était un champ de maïs trop haut qui en retour fouette le visage, la sueur coulant dans le dos et glissant dans les cheveux, sur le front, aveuglant les yeux, ruisselant sur la poitrine, la sueur et la fatigue, l'humus de l'odeur humaine, salée, âcre, qui se mêle à celle des chevaux, la crinière et la poussière qui dégagent cette odeur, cette chaleur de l'animal et les vibrations de son corps, sa vitesse, sa fougue et sa force qui résonnent dans les bruits des sabots et des fers, claquements, martèlements, roulements secs frappés, rythmés, toujours avec le même son syncopé plus ou moins rapide, plus ou moins fort, jamais défaillant, d'une exactitude multipliée par chaque cheval lorsqu'il s'élance comme l'écho de l'autre, avec la même précision, les chevaux libérant toute leur énergie, cette puissance prête à jaillir, alors qu'on la croit à sa limite, mais non, après une journée où ils avaient grimpé, trotté, où ils s'étaient arrêtés des heures à ne rien faire qu'à brûler au soleil, à brouter quand l'herbe était grasse, ça repart, un coup de talon, un geste électrisant tout le corps, les chevaux partageant l'excitation aussi entre eux, le défi devient le leur, ça dure ce que ça dure, c'est court, quelques centaines de mètres avant de retomber, de s'essouffler, de se calmer, humains et chevaux, de se dire que c'est fini, ça finit, on finit par s'arrêter, oui, et même ça est difficile, souffler, retrouver son rythme, sa respiration. C'est vrai que c'est difficile de retrouver sa respiration. Tu nous mets à l'épreuve, mais j'imagine que c'est très physique d'écrire une page comme celle-là. Ah bah, oui, c'est très... En fait, il y a tout le moment où je me... C'est pas un pyjama qu'il te faut, c'est un jogging. Là, c'est un jogging, ouais. Là, il y a tout ce moment où j'entends... Là, il y a un travail sur le rythme qui peut-être... Avant même la description, c'est vraiment le... C'est-à-dire que si je n'entends pas, si je ne... j'écris avec des bouts de caisse, j'ai besoin au contraire d'intérioriser, d'être très concentré sur le... Pour moi, le rythme, il est vraiment vécu sur quelque chose de... Oui, d'intérieur. Si j'ai surtout pas de bruit à l'extérieur, j'ai besoin d'entendre. D'ailleurs, quand on dit musicalité, c'est plutôt... Si c'était de la musique, ce serait de la batterie. C'est quelque chose de très rythmique, et moi j'ai besoin de retrouver ça, et évidemment avec un passage comme celui-ci, les chevaux, le souffle, ça s'y prête évidemment complètement, et ça pour moi c'est presque une métaphore de l'écriture. Oui, oui. Alors par rapport à ce pays déjà qui te fait rêver, ne serait-ce que par son nom, relativement à ce pays, tu peux être assez ironique par moments parce qu'à nombre de reprises, à commencer par Samuel, il y a des personnages qui font des petites remarques assez acerbes au sujet donc de cette destination touristique et peut-être un peu à la mode. Par exemple, Samuel pense que si sa mère les voyait au-dessous de chez elle en train de faire la manche, parce qu'à un moment elle est complètement sous le charme de deux indigènes, voilà,
sans le sou et sale et mal habillé, mais son fils n'est pas dupe. Si sa mère les voyait au-dessous de chez elle en train de faire la manche, il se dit « je suis sûr qu'elle n'aurait même pas un regard pour eux ». Et il y a une espèce comme ça de condescendance peut-être par rapport à des gens de l'Occident qui vont là-bas, qui vont voir ce pays parce qu'il est un peu à la mode, parce que c'est bien d'être avec les autres, de se mélanger cultures. Et toi, très souvent, il y a un passage qui est extraordinaire, page 73, toi, très souvent, tu reviens sur cette espèce de bien-pensance insupportable. Ah oui, et il y a des passages à hurler de rire dans ton roman. Non, mais ça fait plaisir que tu le dises parce que, en général, c'est pas la première vertu qu'on prête. Ah, mais moi j'adore ça. Où ça, Par exemple, ici, ça fait 3 semaines qu'on a quitté la France, 3 semaines qu'on est arrivé. Ah oui, c'est le... Avec les Français qui sont là-bas, qui sont tout contents parce qu'ils vont aller faire pipi et caca dans des toilettes sèches à la sûre, et puis c'est bien, ça fait... Ah oui, autour. Il se souvient de ce qu'il avait pensé en les entendant, en les regardant, oui, des pauvres babacools mal sapés qui prêchaient un mode de vie réconcilié avec la nature et le cosmos, quelque chose dans ce goût-là, et il avait laissé dire et fermer sa gueule, sauf en envoyant des mails. Dans cet endroit, il y avait encore une connexion internet, et avait balancé à ses copains tout ce qu'il avait à dire, le mode de vie rêvé des babas et des envolées de mouches à mer du sud, d'un chiotte en bois au fond du jardin, des fringues moches et sans forme, des cheveux coupés à la serpe. Putain de mec, c'est Baba, et sa mère qui était attentive et avait parlé longtemps avec eux, qui avait sympathisé avec eux, et eux qui les avaient accompagnés jusqu'au marché. Après, c'est là où ils ont acheté les chevaux. Voilà. Tu as ce même regard critique, j'imagine, sur les velléités de certains. Je déteste voyager à cause de ça, mais vraiment. À cause des mouches dans les toilettes. Non, à cause des gens, non, c'est les gens le problème, moi, c'est pas le voyage. Non, mais en fait, il y a, je sais pas, 25-30 ans, je suis parti au Portugal, et il y a 2 scènes qui m'ont vraiment choqué. Une dans un restaurant, il y avait des Français à côté, quoi, et ils étaient d'une grossièreté, enfin, ils savaient pas se tenir à table, quoi, vraiment. Ils parlaient fort, ils parlaient de la bouffe qui était dégueulasse, etc. Enfin, c'était vraiment, c'était honteux, quoi. Et puis une autre scène aussi, comme ça, passe devant des quartiers vraiment misérables, quoi. Et là, l'émerveillement total devant cette bicoque charmante. Mais non, c'est vraiment, c'est juste l'horreur de vivre là. Faut vous réveiller un peu là. Et avec une espèce d'admiration comme ça. Alors, c'est vrai que c'était exotique. Alors c'est vrai que moi, j'ose pas en plus intervenir sur ces choses-là. Je regarde, je la ferme, et à ce moment-là, alors que je crève d'envie, j'étouffe, je crève d'envie de leur dire « Écoutez, ça a l'air tellement, c'est si bien que ça, moi ce que je vous propose, c'est d'échanger, en fait. Vous venez vous installer là et vous leur filez votre appart, puisque c'est si bien. » Et c'est vrai que je trouve que ça, je trouve dans les voyages qu'on peut faire... J'avais passé comme ça un voyage aussi au Maroc qui m'avait vraiment beaucoup questionné sur ces problèmes-là, et je trouve que c'est des choses qui sont très compliquées. Après, je dis pas qu'il ne faut pas partir, hein, j'en sais rien, mais moi, ça me pose énormément de problèmes, en fait. Je trouve ça très compliqué. Et je suis toujours étonné de la façon les gens comme ça partent facilement, alors que il y a tant de gens pour qui c'est difficile de partir. On devrait penser à ça quand même. Alors évidemment, on ne va pas s'interdire de partir, mais quand même, tout le monde n'est pas égal dans le voyage. Ça ne veut pas dire la même chose pour les uns et les autres. Pour moi, par exemple, c'est une chose que j'ai pu entendre des fois sur ce livre. Il y avait quand même, il faut quand même avoir un peu d'argent pour faire ce qu'elle décide de sortir son fils comme ça par 3 mois, il faut avoir les moyens. Alors que non, elle ne les a pas les moyens, puisqu'elle vend la maison familiale, la maison de son père, et c'est un sacrifice. Mais pour moi qui était intéressant aussi, parce que ce sacrifice, c'est aussi un sacrifice avec le passé, et alors que pour elle, tout l'enjeu justement, c'est de se retrouver avec son passé. Moi, c'est un truc que j'ai fait dans tous mes livres. Je peux pas, même en écrivant d'ailleurs, regarder une scène sans voir le côté un peu ridicule que toute chose tragique a en même temps, quoi.
ou tout ce qu'on peut faire. Et puis il y a aussi une notion qui est liée, je crois, dans la pratique d'écriture, puis qui est vraie aussi pour le lecteur, je pense, dans le rapport qu'on a aux clichés, aux images. Là, par exemple, c'est un roman très romanesque. Moi, je me suis beaucoup amusé aussi à écrire ça dans le côté roman d'aventure, partir le côté western, le mystère. Il y a un pistolet qui se promène voilà, il y a tout le livre. toutes ces choses-là. Et en même temps, pour moi, écrire ce roman-là particulièrement, j'ai eu l'impression que ça a été traverser tous les clichés, tous les stéréotypes, toutes les panoplies qui nous encombrent pour essayer d'aller toucher quelque chose de peut-être un peu vrai humainement. Essayer de dépasser le... Voilà. Et donc évidemment, il y a un moment tout peut être regardé par le prisme un peu comme de l'ironie, parce que quand même cet ado mal dans sa peau, c'est un cliché, et elle, cette mère comme ça qui a renoncé à tout, c'est un peu un cliché. Et moi, tout mon travail, ça va être d'essayer de faire cette traversée avec eux, mais de traverser aussi du genre romanesque, pour dire, et si derrière, il y avait une vérité quand même, et si derrière, il y avait quelqu'un quand même. Et donc évidemment, toutes les étapes de cheminement, il y a aussi l'ironie du mais attends, ça c'est ridicule, là t'es ridicule avec ton pistolet et tout, c'est grotesque. Et ce voyage, même si l'ironie est là, il est on ne peut plus sérieux, puisque aller dans ce pays-là pour Sibylle, c'est retrouver son fils, mais surtout se retrouver elle-même en étant confrontée à l'altérité. C'est-à-dire avec une altérité radicale qui la terrifie depuis 1995. Parce qu'avant de se marier, en fait, le seul homme qu'elle ait jamais aimé, c'était un prénommé, on peut le dire, Gaël, son chéri de l'époque, avec lequel elle écoutait du David Bowie en boucle, etc. Ça m'a beaucoup tout ça. Et Gaël est mort en 95 dans l'attentat qui a touché les passagers du RER à Saint-Michel. Et depuis, Sibylle nourrit une forme de haine, de détestation absolue à l'endroit de tout ce qui peut ressembler à un musulman. Bref. Et elle va là-bas, parce que là-bas la religion évidemment c'est l'islam, pour être confrontée à ses peurs. Le fils, qui ne connaît pas bien sa mère, se doute bien qu'il y a quelque chose, parce qu'elle lui a transmis ce truc, ce poison-là, qu'il y a quelque chose de pas normal aussi avec les Arabes et avec l'islam. Et à un moment donné, là-bas, ils ont très très peur. Un instant, le français, leur langue française devient comme un mur épais et puissant pour se protéger des autres. Ils sont dans un village qui les inquiète. Ceux-là qui maintenant parlent entre eux et se mettent à rire, d'un rire mauvais et rageur. Et par rapport à cette peur, je pense qu'il y a une page qui est très importante dans ton roman. C'est celle-ci, je veux bien que tu la lises. C'est là qu'on comprend, qu'on rentre dans le cœur de Sibylle et qu'on comprend pourquoi elle se met en danger en allant là-bas, pourquoi elle a cette espèce de chevauchée sauvage dans cette esterne avec son fils. En fait, c'est pour dépasser quelque chose qui la ronge depuis Oui, ce que le fils ne sait pas. Hein. Lui ne sait pas. Et alors, ce qu'il faut dire peut-être avant, c'est que pour moi, ce qui était aussi très important dans l'idée de garder ce pays-là, parce qu'à un moment, je m'étais dit, mais peut-être pourquoi ça se passerait forcément dans ce pays-là, c'est pas parce que l'article du Monde, l'homme est parti avec son fils dans ce pays-là, je pouvais aller ailleurs, peu importe. Et en fait, non, très vite, c'est devenu important, parce que justement, il y a ces rapports aux clichés, aux stéréotypes. Et le racisme, pour moi, est construit sur cette ignorance-là. Il y a une dizaine d'années, j'avais entendu, je vis à Toulouse, j'avais entendu des jeunes gens qui s'étaient fait voler leur sac. Et la police arrive et il leur demande quelle tête avait leur voleur. Et il y a un des jeunes qui a répondu une tête de musulman. Qui évidemment ne veut rien dire. Donc moi, le Kirghizistan, ça m'intéressait parce que tout le racisme de Samuel, dont il ne sait absolument pas d'où il vient en réalité, effectivement, on l'apprend plus tard, et ben, il se fait, pour lui c'est une évidence, musulman égale arabe. Il n'a pas du tout l'idée qu'il y a plein d'arabes qui n'en ont rien à foutre de la religion, etc. Ça lui vient
Enfin, il pense par catégorie, il n'arrive pas du tout à penser par... Et puis là, il se retrouve dans un pays où il voit un rapport à l'islam qui n'a rien à voir avec l'univers qu'il s'était construit autour de cette religion. Il voit des types, d'abord ils ne sont pas arabes, c'est déjà premier, voilà, premier choc, et donc on peut être musulman sans être arabe, et puis ensuite les mecs ils se prennent des cuites à la vodka, mais alors un truc, pas possible, quoi. Mais voilà, ça va pas du tout en fait, et il est juste en train de s'apercevoir qu'il ne sait rien. Et je trouve que parfois, il faut encore, là, le roman pour moi ça serait un peu l'art. À la fin d'un roman, on devrait en savoir moins qu'au début. On devrait arriver à plus rien savoir du tout, à avoir l'humilité, retrouver le lieu de cette humilité qui fait qu'on peut accueillir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour les catégories qui nous aident un petit peu, certes à les nommer, mais malheureusement à les réduire dans des petites boîtes et qui sont toujours dangereuses parce qu'explosives. Et donc il y a tout ce trajet-là. Donc pour moi, ce pays-là, du coup, était très important pour ça. Alors, lui, c'est d'abord ça qu'il ressent, mais il ne sait pas le nommer. Il ne sait pas regarder sa peur et ne voit que le mot dans lequel il peut la faire tenir tout entière, musulman. Parce que ce mot devient pour lui le nom de la terreur. Parce qu'il a peur des attentats, qu'il a peur des images qu'il voit des banlieues, lui qui n'y a jamais foutu les pieds, lui qui vit dans un monde où les musulmans ne sont que des ombres dans les supermarchés et des silhouettes à la télévision, ou dans la rue, qui le frôlent, respire le même air que lui, mais avec qui il n'a jamais parlé, des gens à qui il pourrait demander sa route, un renseignement, avec qui il pourrait partager un moment, comme s'il avait peur de comprendre qu'il y a des femmes et des hommes derrière ce masque, le nom qui effraie est aussi celui qui rassure. Il donne un lieu où jeter tout ce qui nous oppresse et nous terrorise. Samuel a besoin de savoir d'où vient sa peur, lui qui ne savait même pas qu'on peut être musulman sans être arabe, lui qui n'imaginait pas qu'on puisse être arabe sans vivre en banlieue, lui qui n'avait jamais parlé à des gens qui ne lui ressemblaient pas, lui qui avait réduit l'image du mal à 2 habits cachant le visage et le corps dans un vêtement noir, comme si le mal, s'il existe, devait se tenir pareillement sous le masque de Dark Vador et le voile de la femme en niqab, alors je ne sais pas la prononciation, je suis désolé. Lui qui invente une France dans laquelle il pourrait se tenir hors du danger de vivre, hors du regard des autres, hors du champ des déchirures de ses parents, loin du regard des filles dont il a peur. Lui qui se sait plein d'a priori et se moque de les éprouver si profondément. Au contraire, il s'y réfugie, s'y construit un monde à la mesure de son angoisse, où les choses deviennent claires et simples. Lui, ce qu'il veut, c'est juste ne plus éprouver la peur. Tout comme elle d'ailleurs, et cette peur va progressivement se dissiper quand la mère et le fils vont se rencontrer. Et puisque c'est un roman tout en pudeur, tout en retenue, en fait il se passe quelque chose d'absolument miraculeux à un moment donné. Ils vont avoir besoin de viatique artistique, de truchement, la musique pour elle et l'écriture pour lui, pour rencontrer l'autre. En fait, un soir, alors qu'elle le regarde dormir, Sibylle voit son grand Samuel là qu'elle ne reconnaît plus allongé, et elle lui pique ses écouteurs. Et elle entend dans le MP3, le Walkman, je sais pas, la musique de David Bowie, c'est ce fameux Heroes, qu'elle écoutait en boucle avec son premier amour, Gaël. Elle n'a jamais parlé de Bowie à son fils, mais son fils écoute la musique de la maman. Et à ce moment-là, elle sait qu'ils sont les mêmes, qu'ils sont des êtres fondamentalement soudés. Et lui, c'est à la fin du livre, il va jeter un œil dans le sac de sa mère, il va tomber sur un carnet qu'elle rédige régulièrement, une sorte de livret intime. Et dans ce carnet, il va comprendre que sa mère, puis tu vas nous dire des choses là-dessus, en fait, elle écrit, elle aime écrire parce qu'en fait, c'est le métier qu'elle aurait voulu faire. Elle voulait devenir écrivain
publié son livre avec son nom sur la couverture. La maison d'édition aurait publié des livres avec une belle couverture blanche et puis une typographie bleu marine, donc je pense qu'elle aurait publié aux éditions de Minuit. Pour rappeler son fils Samuel, forcément Beckett était aussi publié chez Minuit. C'était un peu un fantasme pour une génération d'écrivains, c'est vrai que... Chez Minuit c'est classe, Actes Sud c'est bien aussi. Oui, mais à l'époque, parce que à l'époque, les deux fantasmes qu'ils pouvaient avoir pour... c'était Minuit et Gallimard. Parce que Actes Sud, ils étaient en train de naître à cette époque-là. Non mais c'est vrai. Aujourd'hui, un écrivain d'aujourd'hui... Non mais je suis tout à fait d'accord avec la classe pour les éditions de Minuit. Et donc, elle voulait écrire, elle a renoncé au moment du deuil, elle voulait être chirurgienne. Et il va trouver sa mère absolument fabuleuse d'avoir souhaité tout ça, il va la rencontrer, la connaître un peu plus, mais ils ne se sont pas dit, ce qui est fabuleux, c'est qu'il a eu besoin de passer par l'écrit, le carnet de sa mère, qui devient une métaphore du roman, pour comprendre la vérité. Et est-ce que dans la vie, les choses sont comme ça? Est-ce que c'est l'art qui nous permet de rencontrer l'autre? Mieux encore, est-ce qu'on a besoin des livres? Est-ce qu'on a besoin de la musique pour être ensemble, pour connaître le cœur de l'autre? Parce que le langage échoue, parce que en fait, la parole ne suffit pas. La parole comme la nôtre, on ne fait que communiquer, au fond. Ouais, enfin, on essaye de faire mieux, mais... Non, mais en même temps... Oui, en même temps, non, on peut parler, là. C'est rien, en fait. C'est ça. Enfin, c'est quand même mieux que de ne pas le faire. En fait. C'est par la musique et puis c'est par l'écriture qui se rencontrent pour de vrai. En fait, je ne sais pas si ça permet aux gens de se rencontrer vraiment, mais je pense que l'art, ça permet en tout cas peut-être de retrouver pour soi-même sa propre humanité. Et par exemple, souvent dans les livres, dans les films, je sais pas, ou au théâtre, on va rencontrer à travers des personnages des gens qui vont nous rappeler qu'il y a de l'humanité possible, qu'il y a de l'humanité dans les gens, alors que parfois le réel, le quotidien a tendance à nous faire... à biffer cette humanité. Voilà, à nous faire mettre en tout cas au second plan. Simplement aussi, mais pour des choses bêtes, hein, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas patient, parce qu'on est négligent, parce qu'on ne prend pas le temps de ça. Et c'est comme si l'art nous redonnait la possibilité de ce temps-là. Après, je ne sais pas si entre des êtres, si ça peut être un moyen, mais encore que je ne crois pas forcément. J'ai l'impression qu'entre les êtres, je pense que ça peut passer par des choses, pour le coup, du quotidien, qui ne sont pas forcément liées à l'art, mais qui sont liées à une attention aux choses, aux êtres, à des moments de partage, à des moments je sais pas, ou peut-être l'art peut aussi se glisser dans les gestes de la vie, c'est-à-dire par exemple, tu parlais de ce moment où Sibylle regarde son fils dormir et où elle prend ses écouteurs. Pour moi, ça c'est ça existe dans la vie, et ces moments-là, le vrai art, il est là. C'est très réaliste comme scène, ce moment. Ah ouais, non, moi je peux pas lire ça. Je peux pas le lire. Ah, je savais qu'il y avait un truc. Non, il y a des passages que je peux pas lire. Il y a des passages que je peux pas lire parce que ça me fait pleurer. Ah bah voilà, j'avais repéré. Je peux pas. Tu veux que je le lise? Si tu veux. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de l'anglais à la fin. Je lis pas la chanson de Bowie parce que moi je pleure aussi. T'as vu mon fond d'écran quand même? Ah non, tu vois pas. Non. Je te montre. Alors. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments. Tu veux qu'on le lise juste le début? Oui, non, mais vas-y. Elle écoute, donc elle prend les écouteurs de son fils. Et là, les premières notes la sidèrent, les premières notes l'irriguent, la bouleversent. Elle regarde Samuel, effarée, sa peau se durcit. La chair de poule, oui, comme elle ne l'a pas eue depuis longtemps. Elle connaît les premières notes par cœur, elle les reconnaît dès la première, même si elle ne les a pas entendues depuis tellement longtemps. Et ça revient de si loin, de tellement loin,
Comment son fils, qui n'a même pas 17 ans, peut écouter ça? Comment c'est possible qu'il écoute de la musique qui n'est pas la musique de son temps à lui, mais de ses années à elle? Comment il peut écouter ça? Est-ce qu'il peut deviner ce que c'est pour elle, cette musique-là? Elle regarde Samuel et il dort, et sa beauté d'enfant et de jeune homme lui éclate au cœur. Les larmes remontent de si loin. Elle a l'impression de se noyer. Le passé revient et tout à coup elle serre la taille de Gaël. Le vent les frappe si fort qu'ils sont penchés sur la moto et la moto traverse Paris dans la nuit à toute vitesse. Ils vont trop vite, mais elle s'accroche. Elle aime si fort cet homme et cette musique-là, David Bowie, et elle s'entend encore. Elle entend les vibrations de la moto qui résonnent en elle, le cuir du blouson de Gaël et la voix de Bowie. Et là, il y a la chanson en anglais, mais je peux pas. Ouais. C'est ma chanson préférée aussi, mais j'ai eu un grand choc en lisant ton livre. Non, mais tu vois, cette scène-là, par exemple, je trouve que dans la vie, alors on a ça dans l'art évidemment, mais dans la vie, il y a des moments d'épiphanie comme ça. Des choses. Et vraiment, en l'écrivant. Tu as parlé d'épiphanie toute la soirée, c'est exactement ça. Ah oui, pour moi, c'est vraiment ça. Et ce que j'aime dans l'écriture, c'est par exemple ce moment-là. Pourquoi je ne peux pas le lire, c'est parce que l'émotion que j'ai eue en l'écrivant me submerge encore quand je reviens à cette lecture. Alors que quand je l'entends comme ça, je m'en contrefous en fait. Non, c'est vrai, voilà, c'est fini, c'est un roman, c'est fini, il fait quoi. Mais par contre, quand j'en reprends la matière à mon compte, je retrouve vraiment l'émotion de l'écriture, parce que ce qu'elle découvre, elle, moi je l'ai découvert en même temps qu'elle. Je l'ai découvert au moment de l'écriture. Parce que je me disais, il faut que je fasse un truc avec cette musique, avec ce casque, ces oreillettes là comme ça qui se promènent tout le temps. Ça ne peut pas être là pour rien. Et puis quand c'est venu à ce moment-là comme ça, vraiment l'évidence comme ça aussi de ce que ça traduit à travers dans le temps. Parce que pour moi, ce qui se dit à ce moment-là, c'est comme si au fond, moi c'était ça qui était, c'est que bien sûr, Samuel, son père c'est Benoît, mais en fait son père c'est Gaël. C'est ça qu'on comprend à ce moment-là. Et cette façon cette façon de... Autant elle n'a pas renoncé au prénom de Samuel parce que quelque chose ne doit pas mourir, de nos désirs de jeunesse, de nos désirs de vivre. Autant il y a aussi d'un seul coup la figure de Gaël qui là réapparaît, évidemment, à travers cette chanson de Bowie, qui est une chanson qui est... Moi, quand je me souviens, quand j'ai connu cette chanson-là, qu'on a réentendue à l'époque de la chute du mur de Berlin, cette chanson-là, elle avait déjà plus de 10 ans. C'était déjà pas la chanson... 76, oui. C'était déjà pas la chanson de notre génération. C'était déjà une chanson... c'est pour ça aussi que Bowie, par exemple, pour moi, c'était évident que c'était lui, parce que il fallait trouver un chanteur qui puisse absolument passer d'une génération à l'autre, être actuel, qu'on n'ait pas la sensation d'écouter Nostalgie, en fait. Et qu'il n'y ait pas un truc qui serait un peu ringardisé ou qui deviendrait trop mélancolique, qui reste... C'est comme si Bowie, et notamment avec cette chanson-là, incarnait complètement l'idée de la jeunesse. C'est la jeunesse pure comme ça, pour elle-même, qui flotte dans le temps, qui peut passer d'une génération à l'autre. Et voilà, mais ça, évidemment, et c'était drôle en l'écrivant, parce que c'était ce moment comme ça que je découvrais en même temps qu'elle. Et c'est ça que j'attends de l'écriture, en fait. Alors, le temps passe si vite. Vous avez le temps de poser des questions à Laurent. N'hésitez pas. Vous avez le temps, on a 10 minutes. On a encore 10 minutes. Regardez. C'est lui. Est-ce que vous avez des questions? Tout d'abord, merci pour cette très belle présentation. Je voudrais revenir sur votre conception du voyage, et la description plutôt des lieux que vous ne connaissez pas, que vous dites ne pas connaître, mais peut-être que vous les avez reconnus en fait.
Dans le domaine qui est le mien, la musique, vous savez qu'il y a des compositeurs extraordinaires comme Ravel et Debussy qui ont fait des musiques espagnoles sans avoir jamais franchi la frontière. Ouais. Bon, Ravel habitait en Pays Basque, il était assez proche, mais Debussy, en tout cas, certainement pas. Et écrire Iberia et décrire l'Espagne à ce point-là, c'est absolument extraordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut dire qu'une image forte est toujours plus intéressante qu'une image vraie? Ah ben, tout à fait. Alors oui, parce que alors, c'est une question à laquelle j'ai été confronté, mais alors très très concrètement, parce qu'il se trouve quand le livre est sorti que le monsieur qui a vécu l'histoire qui m'a servi au départ a fait un livre avec un journaliste sur son expérience avec son fils, donc très bien. Et en fait, quand il a appris que je sortais un livre à partir de cet article, il n'était pas très content et donc il n'a pas compris que ce que je proposais là, c'était un roman qui n'avait rien à voir. Et donc, ouais, ça a été un peu compliqué, on va dire. Même franchement, ouais, c'était pénible. Et c'était pénible, et je comprenais que ce soit douloureux pour lui parce que justement, il était sur cette question de l'histoire vraie. Et je lui disais, mais il ne faut pas confondre ce que recouvre vrai là-dedans. Est-ce qu'on parle de vrai dans un rapport à la vérité, à l'idée de ce que serait une vérité, ou à l'idée du vécu? Et évidemment, le problème, c'est quand le nombre de films qu'on a comme ça, tirés d'une histoire vraie, d'après l'histoire vraie, etc. Ça, bon, voilà. Mais sauf que la question de ça, pour moi, c'est évidemment quelle est la force de vérité qu'on va en tirer, mais que ce soit vécu ou pas, qu'on y soit allé ou pas, évidemment, ça n'a pour moi aucune importance. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, ce soit bien plus vrai que le vécu. Parce qu'il y a des histoires qui sont peut-être vécues, mais qui n'ont aucune densité, aucune force. Et bien entendu, pour moi, cette force peut être plus vraie que... On en avait parlé ici, je crois, une fois, c'est Cocteau qui disait au sujet du roman et de l'illusion romanesque, qui est un drôle de truc, au fond, que le roman, c'était un mensonge qui disait toujours la vérité. On truque tout pour que ça fasse vrai. Et le trucage, c'est la force. Mais c'est vrai que c'est des questions qui sont très... c'est pas simple. Moi, j'ai été confronté plusieurs fois à cette question-là. Notamment, j'avais écrit un livre qui s'appelle toujours d'ailleurs, Dans la foule, qui était un livre qui partait du Heysel. Je ne sais pas si vous vous souvenez du drame du Heysel en 85, en Belgique. Il y a eu 40 morts avec des skinheads et tout ça, des hooligans. C'était une succession de monologues intérieurs, des personnages, etc., qui vivaient ça de l'intérieur. Et alors évidemment, j'étais très angoissé pour le coup du souci de vraisemblance, parce que quand vous savez qu'il y a des gens qui étaient là-bas, qui peuvent vous lire, il faut quand même, là, le mentir vrai, il faut quand même se poser 2 fois la question quand même. Et j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui était précisément vraiment au cœur du truc, qui en est réchappé vraiment par miracle, et qui m'a demandé où j'étais dans le stade. Alors je lui ai réécrit pour lui dire que je n'y étais pas. Et il m'a réécrit après, il m'a réécrit une lettre, mais vraiment bouleversante, sur l'injustice, le sentiment d'injustice que ça lui donne. Je n'arrive pas à le dire. Et vous, qui n'y avez jamais foutu les pieds, vous y arrivez, c'est injuste. Mais il ne le disait pas comme un reproche, c'était très doux, c'était pas du tout une lettre d'accusation, c'était par rapport à lui, c'était par rapport à sa douleur à lui de ne pas pouvoir l'exprimer, et je comprenais très bien ce qu'il voulait dire, mais je lui ai répondu, j'ai essayé de lui expliquer pourquoi c'était possible pour moi et pas pour lui. Je lui disais parce que, vous voyez, moi, mon obsession, quand je vais travailler par exemple une scène comme celle-ci, j'ai pas
j'ai pas à supporter ma propre douleur. Je suis sur des considérations, pour le coup, techniques, parfois musicales, de ma petite phrase que je dois passer des petites choses, des petits détails complètement qui n'intéressent que moi. Mais par exemple, je ne savais pas la couleur des billets, par exemple. Bon, j'avais besoin de détails comme ça. Mais c'était pour moi tellement important, cette question-là. Et j'imagine bien que quelqu'un qui l'a vécu, ça n'a plus aucune importance. Donc moi, je pouvais m'approprier peut-être quelque chose. Et c'est vrai que là, le romancier peut peut-être quelque chose justement parce qu'il n'est pas... Et je pense que pour la musique, pareil, on pourrait parler aussi de Baudelaire, comme ça, vraiment parlant du voyage, alors qu'il détestait voyager, quoi. Parce que je crois que oui, il y a une force aussi il y a quelque chose peut-être, quand on ne va pas sur les lieux, quand on n'a pas vécu quelque chose, qui nous oblige à combler les lacunes, à combler cette faille comme ça, c'est-à-dire qu'on ne sait rien, qu'on est complètement incapable de rien faire, on a juste les mots ou la musique, enfin quel que soit l'art qu'on a. Et je crois que l'écriture part toujours d'un empêchement, d'une frustration, d'un truc qu'on n'a pas. Oui. Si on déplie une syntaxe, c'est justement pour c'est pour ça. Ouais, moi je sais par exemple les moments de reprise, par exemple, dans les choses qu'on a pu lire là, par exemple, on met tout le temps, c'est à chaque fois, j'ai l'impression quand je vais commencer une scène, je me dis bon, il faudrait qu'il se passe ça. Très bien, je sais pas ce que c'est, je sais pas l'écrire. Comment, je sais pas, une scène, je sais pas, mettons un meurtre, bon, j'ai jamais fait, je crois pas, une fois peut-être. Bon, mettons un meurtre, comment je peux faire ça? Je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça, qu'est-ce qu'on fait du corps et tout ça, quoi, les questions classiques. Bon, mais même déjà, simplement, comment on déplace, quelle arme, comment c'est, quel poids ça a un revolver, j'en sais rien. Sur Internet, tu vois tout. Ouais, mais oui, mais évidemment, tu prends des trucs sur Internet, tu prends des machins, mais au début, tu commences, tu fais une première ligne, et puis en fait, il y a de plus en plus de questions qui viennent parce qu'on ne sait jamais. Le réel étant inépuisable, on est toujours dans l'angoisse d'être un petit peu... Alors, il y a des écrivains qui trouvent des solutions, moi qui ne sont pas les miennes du tout. Je pense à quelqu'un, une fois j'avais lu comme ça un livre, je ne dirais pas qui c'était, mais le personnage entre dans le métro, hop, il rentre dans la rame et puis il s'en va. Et alors moi par exemple, ça ne me va pas du tout ça. Parce que il suffit pas de dire le mot métro pour que le métro soit là. Il suffit pas de dire qu'il entre dans la rame. Parce que ça, je trouve, j'allais dire presque moralement, je trouve pas normal de demander au lecteur de faire le boulot à la place de l'auteur. Parce qu'au fond, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, on est dans le métro, tout le monde a pris le métro, donc il voit. Les gens voient. Alors, ça marche en termes de communication, mais qu'est-ce que c'est entrer dans le métro? C'est une expérience. Bon. Non mais par exemple, si il fait chaud, etc., c'est comme ça, c'est justement, et là, quand on est en train de travailler sur ça, on voit bien que les mots ne peuvent pas le dire. On voit bien que les mots ne seront jamais le réel, qu'ils sont impuissants. Et c'est à partir de cette impuissance qu'on écrit. C'est parce qu'on ne peut pas. C'est justement parce qu'on ne peut pas qu'il faut le faire et qu'il faut être toujours en train de... Moi j'ai l'impression que les scènes, elles naissent parce que je fais le tour, j'essaie de trouver comment je peux entourer mon problème, et puis à la fin, j'ai tellement bien ceinturé ou mal ceinturé, j'en sais rien, mais en tout cas ceinturé vraiment en essayant de me rapprocher, en essayant de voir par tous les angles possibles, et puis d'un seul coup je me dis, ah bah tiens, finalement je l'ai peut-être fait. Mais pas en ayant conscience de l'avoir fait, en ayant conscience d'avoir tourné autour le plus possible, en me disant ça serait quoi, ça serait pas ça, alors il faut rajouter ça, il faut enlever ça, de revenir tout le temps. Et, parce que l'écriture ne peut pas le faire en fait, ne peut pas se substituer aux choses. Je suis parti là complètement. Quelle réponse. On a 2 minutes, après on ira boire un verre ensemble, juste à côté dans les salons que vous connaissez, et Laurent vous dédicacera ses livres. On a 1 minute et demie pour une dernière question, si vous le souhaitez. Excusez-moi, c'est la question de la part de Sceaux. On veut savoir quel mouvement littéraire on est à cette époque.
Ah oui. à notre époque. Quel quoi? Dans quel Non, parce que je refais un cours en littérature et on explique le réalisme, le naturalisme, les courants littéraires. Et il me demande, mais aujourd'hui, madame, on est dans quel courant littéraire? Tu appartiens à quel courant littéraire? Et passe le bon. Le courant d'air. Voilà, c'est bien. Alors, en même temps, je trouve qu'il y a plein de tendances qui sont... Et comme à toutes les époques, je crois, il y a toujours plein de tendances qui se... Mais c'est vrai que c'est difficile cette réponse. Moi j'ai essayé de répondre un peu, mais c'est à la Sorbonne Nouvelle, on parle de l'immédiat contemporain. Ouais, je sais, il y a l'extrême contemporain. L'extrême contemporain. Alors maintenant c'est l'extrême. Ouais, moi je suis l'extrémiste c'est contemporain. C'est dans l'extrême contemporain, ça. Ouais. Il y a une forme de néoclassicisme aussi. Moi je trouve avec le retour au mythe, aux constructions très balsaciennes, à la Hénard, à la Godet parfois. Ouais, et il y a... Moi, par exemple, et un livre comme Continuer, par exemple, pour répondre à la question du... j'ai l'impression de... je pose des problèmes, justement, parce que je viens d'une école, d'un héritage qui serait celui de Minuit, donc... Et dans mon écriture, quelque chose de nouveau roman et de post-Claude Simon, on va dire, ce qui me flatte beaucoup. Je ne sais pas si lui, ça me flatterait, mais en tout cas, moi, ça me flatte beaucoup. Moi, je préfère tout. Et c'est un peu moins, peut-être un peu moins raide, peut-être. Et d'un autre côté, une tendance qui serait effectivement, lui, Claude Simon aurait détesté ça, hein, et d'un autre côté, une littérature, là par exemple dans ce livre-là, qui serait plus du côté de Camus, ça veut dire presque engagée, etc. quoi. Et donc deux choses qui sont a priori absolument opposées. De littérature qui s'opposent dans les années 60. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essaient, pas de réconcilier des contraires, mais de les poser comme possibilité de dépassement. Alors c'est très à la mode en politique, hein, mais non mais c'est vrai, et je pense que c'est pas un hasard. Parce que je pense qu'en littérature et au cinéma aussi, c'est... Mais il voulait être écrivain. Il voulait être écrivain, ouais. Mais non, mais je pense que c'est une problématique qui est beaucoup plus générale que le simple cadre politique, en fait. On est dans un rêve un peu œcuménique en ce moment, de fusion, de réconciliation. Mais en fait, oui, sauf que moi, dans mon idée, ce serait pas du tout pour justement être dans la réconciliation, ce serait plutôt être dans l'idée d'essayer de trouver une plénitude du regard. Parce que quand je vois des gens que j'aime pour différentes raisons, qui étaient à l'époque très opposés, je me dis, c'est con, si Camus écrivait comme Claude Simon, ce serait vraiment bien. Et il y a plein de choses à chaque fois qui m'ont toujours manqué d'un côté. C'est-à-dire, chez Claude Simon, me manque la fable, me manque et pourtant Dieu sait qu'il a une puissance lyrique extraordinaire, mais me manque quand même la fable, me manque quand même peut-être ce rapport au monde et au présent, et me manque chez Camus une écriture suffisamment épique, charpentée, plus voluptueuse, plus charnelle, et aussi formellement peut-être plus risquée en fait. Et donc voilà, mais c'est pas l'histoire de concilier, mais je sais que c'est problématique pour ça, justement. C'est qu'on peut dire, dans les deux cas, on peut dire, mais finalement, c'est un peu renoncer à tout, c'est de l'eau tiède. Et alors que moi, je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'au contraire, on est dans une époque où il s'agit, une fois encore, de dépasser des frontières, d'essayer de dire que ce qui était impossible il y a 20 ans, 30 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Et moi, je ne sais pas si ça peut faire mouvement ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, je crois qu'il y a quand même ça qui est en jeu. Eh bien, Laurent, je te remercie beaucoup pour la soirée qu'on a passée ensemble. Merci.